Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale en ce vendredi dernier jour de la semaine. Notre invité, c'est Jean-Claude Mailly. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. Et pour vous interroger aujourd'hui, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour Cyril. Et Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Jean-Claude Mailly, le scandale des dépassements de normes anti-pollution a dérivé sur Renault et Peugeot par ricochet avec une perte de valeur en bourse hier. Plusieurs sites de Renault ont reçu la visite jeudi d'agents de la Direction Générale de la Concurrence. Et c'est un tract de la CGT annonçant les perquisitions qui a tout déclenché. Comment jugez-vous cette alerte faite par la CGT ? Et est-ce le rôle d'un syndicat ? Je la trouve prématurée. Minimum, je la trouve prématurée, en ce sens où on n'a pas... Bon, il y a eu des perquisitions, effectivement, ce qu'on a appris hier par les services de l'État. Direction Générale de la Concurrence. DGCCRF, comme on dit dans les sigles, Direction Générale de la Concurrence, Répression des fraudes. On n'a pas les résultats, et de balancer ça comme ça, ex-abrupto, on en voit les conséquences. C'est tout de suite une fragilisation, même si pour le moment ça n'est que l'action, mais quelles seront les conséquences sur l'entreprise en tant que telle? Déjà, il y en a avec... Oui, alors sur la... Oui, la valeur de l'action. Voilà, la valeur de l'action. Bon, s'il y a que ça, c'est pas dramatique, ça peut remonter. C'est une chose ou une autre. On voit le gouvernement essayer de rétro-pédaler sur la question. Ségolène Royal, notamment. Oui, Ségolène Royal hier. Non, je trouve en tous les cas que c'est une opération de la part de la CGT sur cette question-là qui est vraiment prématurée. On ne doit pas lancer comme ça en pâture des éléments qui ne sont pas encore complètement fondés. En tous les cas, on n'a pas tous les résultats. Oriane Mancini sur la CGT, justement. Sur le discours de François Hollande, Cyril, le discours de François Hollande, lundi, François Hollande va prononcer un discours très attendu sur l'emploi. Est-ce que vous en attendez quelque chose ? Écoutez, on n'a pas encore tous les éléments de ce qu'il va annoncer. Il faut bien comprendre que ce que j'ai redit à nom de FO au Premier ministre lundi dernier, c'est que tout ce qui est a priori annoncé en matière de formation, etc., des choses intéressantes, mais on ne réglera vraiment et on inversera réellement la courbe du chômage que si ça accompagnait ou mise en avant une réorientation de la politique économique. Et pour le moment, on n'en est pas là. Mais c'est-à-dire, quand vous dites réorientation, vous voudriez quoi concrètement ? Concrètement, par exemple, nous on pense qu'il faut un soutien au pouvoir d'achat. Qu'il y a un problème de demande dans notre pays. Il suffit d'aller dans les grands magasins pour s'en rendre compte. C'est un exemple parmi d'autres. Alors ça doit se traduire comment quand vous dites par exemple le SMIC. Moi, je n'ai pas compris et j'ai condamné le gouvernement quand le lendemain des élections régionales, le lendemain du deuxième tour des élections régionales, il n'a pas été capable d'annoncer un coup de pouce au SMIC, quel que soit le niveau de ce coup de pouce. C'est incompréhensible socialement, c'est incompréhensible économiquement, c'est incompréhensible démocratiquement. Vous savez bien quand même que si le coup de pouce au SMIC, concrètement, si c'était 2, 3, 5, 6 euros de plus, ça ne changerait pas grand-chose à la vie des smicards. Non, je ne dis pas que ça transformerait leur vie, sauf que ça redonnerait un peu d'espoir. Ça fait beaucoup d'années qu'il n'y a eu aucun coup de pouce au SMIC au nom de l'allègement du coût du travail. Il y a aussi les salaires dans la fonction publique, là où le gouvernement est responsable. Bon, j'ai entendu Mme Lebranchu dire il y aura peut-être quelque chose, mais pas grand-chose, etc. On verra bien. Il y a un deuxième élément qui m'apparaît important, c'est qu'on réoriente l'attribution des aides publiques aux entreprises. Là, elles sont données un peu à tout le monde, dans des conditions qui ne sont pas justifiées. Il faut recibler. Justement. Jean-Claude Mailly, l'investissement public. François Hollande veut verser une nouvelle prime pour l'emploi. Ouais. A priori, 2 000 euros pour l'embauche d'un salarié peu qualifié. C'est pas une bonne mesure, ça. Non, tout à fait. Écoutez, pour deux raisons. Quand vous tapez sur Internet « aide à l'embauche TPE, PME », vous avez le catalogue à la Prévert. Toutes ne sont pas utilisées. Il y a ce qu'on appelle des effets d'aubaine. Vous aviez prévu de recruter, il y a une aide, vous empochez. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours justifié. C'est une forme de gaspillage de l'argent public. D'ailleurs, j'ai remarqué que même le MEDEF et la CGPME, le patronat des PME, n'étaient pas demandeurs de ce type de mesures. Donc je trouve que c'est inutile. Il faudrait mieux consacrer l'argent, je ne sais pas. Ça ne m'a pas été confirmé, lundi, mais à autre chose, à aider concrètement les PME dans leurs investissements. Ce serait beaucoup plus profitable. Et est-ce que c'est à l'État, finalement, aux contribuables, de payer, parce que là c'est le cas avec toutes ces aides. Est-ce que c'est aux contribuables de payer pour que les entreprises privées embauchent dans ce pays ? L'État peut intervenir. Ça peut être, quand je dis conditionner une aide, ça veut dire on vous accorde une aide, crédit d'impôt ou autre,
parce que nous, État, on considère par exemple que l'investissement dans le numérique est quelque chose d'important aujourd'hui. Donc on va vous aider à investir si vous n'avez pas les moyens. On vérifie que l'investissement a bien lieu. C'est une espèce de contrat. Ça fait partie d'une stratégie industrielle, économique de l'État, mais pas de dire, voilà, vous avez le droit à temps, vous embauchez, vous avez tant. Il y en a déjà des aides à l'embauche. Hein, pour une TPE qui recrute un premier salarié, elle a déjà une prime de 4 000, donc 4 000 euros. Donc je pense que toutes l'utilisent pas. C'est tellement compliqué d'ailleurs que toutes l'utilisent pas. Est-ce qu'une baisse des charges patronales réclamée par le MEDEF ne serait pas plus efficace alors que ces primes? Écoutez, il faut arrêter, je pense, avec cette logique de dire si l'on veut demain être plus performant et créer de l'emploi, c'est le discours du patronat depuis le père de M. Gattaz, depuis Yvon Gattaz, c'est un peu le discours. Il faut alléger le coût du travail, diminuer les charges, etc. Ce qu'ils appellent des charges. Comment on finance demain les systèmes de protection sociale, par exemple, si on diminue fortement les cotisations patronales et qu'on ne compense pas suffisamment par l'impôt, par exemple, d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que cette logique libérale, qui est en vigueur en France comme dans d'autres pays européen, il y a même un programme européen en la matière, hein. REFIT ça s'appelle. Cette logique libérale a montré qu'elle était inefficace. Il faut savoir à un moment, tant au niveau européen qu'au niveau national, tordre les barres. Jean-Claude Mailly, ce que vous êtes en train de dire quand même depuis le début de cette interview, c'est que finalement il y a trop d'aides aux entreprises, c'est bien ça? C'est même pas le montant, c'est la manière dont elles sont attribuées. Donc il n'y a pas trop d'aides, mais elles sont mal attribuées. Oui, à la limite le montant se discute, mais mal attribué. Plusieurs économistes aussi. Et la complexité, bien la sûr. complexité. Plusieurs économistes affirment que le plus efficace pour créer de l'emploi en France, ce serait une mesure style zéro charge, qui avait d'ailleurs déjà été prise sous Nicolas Sarkozy. Ils disent très vite on pourrait créer 30 000 emplois. Est-ce que ça serait une bonne idée? C'est pas démontré. Vous savez, c'est comme le travail du dimanche, il y a des chiffres qui tournent. Aucune preuve ne peut être apportée sur ce genre de choses. Et je dis bien toutes les aides de caractère général, c'est quasi impossible de mesurer l'effet emploi. Je vais prendre un exemple. La Banque publique d'investissement, quand elle aide une entreprise concrètement, quand elle rentre dans le capital d'une entreprise, elle peut mesurer, parce que c'est une aide ciblée, l'effet emploi. La Banque publique d'investissement évalue par exemple à 70 000 emplois créés ces interventions qu'elle a pu faire à ce titre. Et quand on pose la question, par exemple avec le CICE, Crédit d'impôt, compétitivité, emploi, est-ce que vous pouvez évaluer le nombre d'emplois créés? Réponse, c'est non. Donc, quand on nous dit on va baisser les cotisations de temps ou les charges de temps, ça va créer... C'est du doigt mouillé, pardonnez-moi, c'est du doigt mouillé. On est plus dans une logique idéologique que réellement économique. Oriane Mancini. Vous êtes très critique depuis le début de cette émission, les primes pas efficaces, trop d'aides, Oui. mal attribuées. Si vous étiez vous, Myriam El Khomri, qu'est-ce que vous feriez pour créer de l'emploi? Attendez, d'abord, c'est pas la ministre du Travail ou le ministre du Travail tout seul qui crée de l'emploi, hein, qui est responsable du chômage. C'est une politique économique. Moi, je l'ai dit, il y a au moins 3 éléments clés. Un, soutien à la demande. Il y a un deuxième élément, c'est reciblage des aides publiques. Ça fait quand même, je rappelle, parce qu'on dit toujours le pacte de responsabilité, c'est 41 milliards d'euros sur une année. En 3 ans, ça fait 100 milliards quand même qui sont accordés d'une manière ou d'une autre. Et un troisième élément, en ce moment, la croissance s'améliore légèrement, mais c'est quand même pas terrible. Oui, enfin grâce à des effets qui viennent de l'extérieur. Y compris extérieur, tout à Baisse fait. du pétrole, un euro Taux faible, d'intérêt, etc. Mais il faudrait aussi soutenir l'investissement public. C'est vrai au niveau de l'État, comme c'est vrai au niveau des collectivités territoriales. Jean-Claude Mailly, le chef de l'État devrait également annoncer lundi la formation de 500 000 chômeurs. Est-ce que ça peut permettre d'inverser la courbe du chômage ou bien est-ce que vous y voyez de sa part une sorte de tour de passe-passe pour inverser la courbe? Les deux. Je pense qu'il y a les deux. Qu'il y ait une formation plus importante des chômeurs, ça, personne n'est contre, bien entendu. Il faut savoir aujourd'hui que chaque année, il y en a 643 000 de formés, dont 150 000 chômeurs de longue durée. Donc là, l'objectif, c'est de passer un minimum de 150 à 500, donc plus 350 000. Ça va dans le bon sens, mais c'est pas parce qu'on forme des gens qu'automatiquement il y a un emploi derrière. Il faut aussi qu'il y ait les créations d'emplois. Bon, mais ceci étant, former plus de demandeurs d'emploi, ça va dans le bon sens. Maintenant, il y a 2 conditions à remplir. Une condition financière. Parce que globalement... Est-ce qu'il aura pas- les moyens budgétaires de Ouais. tenir cet engagement? Écoutez, je n'ai pas le chiffre à arrêter, peut-être qu'il nous l'annoncera lundi, le président de la République. En tous les cas, du côté de l'État, parce que là aussi, pour faire simple, on est doué en France. Vous avez de multiples intervenants. Vous avez l'État en tant que tel, qui devrait, par exemple, ça c'est une bonne idée, réactiver l'AFPA, enfin, demander à l'AFPA de faire de la formation de longue durée des chômeurs, ce qu'elle fait très bien d'ailleurs. Il y a les régions qui sont, elles, théoriquement aujourd'hui responsables de la formation professionnelle. C'est d'ailleurs elles qui en forment le plus. Quand vous voyez qu'un Laurent Wauquiez, par exemple, qui aujourd'hui est président de région, quand vous voyez qu'il dit hors de question d'aider le chef de l'État en quelque sorte à inverser la courbe du chômage, est-ce que c'est responsable? Non mais Laurent Wauquiez, comme les autres présidents de région,
avec son exécutif, il a la responsabilité première en matière de formation professionnelle. Donc il ne peut pas rester à côté de son siège. Après, de dire aversion ou pas, c'est un problème de caractère politique. Même si c'est vrai que s'il y a 350 000 de plus qui sont formés, ils vont sortir des statistiques officielles du chômage et ça va contribuer à Donc il y a un tour de passe-passe. Bah, il y a les deux. Il y a les deux. On veut former plus, mais on espère, s'il y a un engagement qui a été pris, il faut inverser la courbe. Il a même dit que, avant la présidentielle de 2017. Sinon, il ne peut pas se représenter. Donc, il y a urgence en la matière. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas cet effet. Mais en même temps, on ne peut pas nier le fait que former plus de demandeurs d'emploi, ça peut être utile. Est-ce que vous comprenez les patrons? Parce que les patrons, ils disent quoi finalement? On veut un contrat de travail plus souple. On veut un contrat agile, disent-ils, dans lequel on pourrait déjà noter lorsqu'on embauche le salarié qu'en cas de pépin de l'entreprise, eh bien, on pourra le débaucher plus facilement. Est-ce que vous les comprenez aujourd'hui? Non, ça je ne comprends pas. Pourquoi? Ça, je ne comprends pas une chose. Attendez, vous cherchez du boulot. Si votre employeur dit c'est ça ou rien, quelle est votre capacité de négocier à titre individuel? Donc ça ne va pas dans le bon sens. Je comprends les employeurs de TPE, par exemple, qui ne connaissent pas le code du travail, qui, s'ils sont attaqués au prud'homme, risquent d'être condamnés, donc ils ont une incertitude, ça je comprends. Mais je le dis régulièrement, et je le redis encore aux organisations patronales, faites votre boulot, conseillez les entreprises, comme nous, syndicats, au Conseil des salariés. Vous avez rencontré Manuel Valls en début de semaine, oui. Est-ce que vous avez obtenu des garanties de la part du Premier ministre qu'il ne mettra pas en place ce contrat agile? Écoutez, on en a parlé 10 secondes parce que c'était pas dans les revendications syndicales. J'ai moi simplement dit au Premier ministre, le contrat agile, moi je l'appelle contrat fragile, j'espère que vous allez le mettre de côté. Il a souri. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a souri, donc je considère, et la ministre l'a confirmé ensuite, je considère que ça va rester dans les cartons du patronat et c'est pas plus mal. Jean-Claude Maillet, est-ce que François Hollande a une chance d'être ce président anti-chômage dont la France a besoin d'ici l'élection présidentielle de 2017? Pour ça, il faudrait quand même qu'il réoriente sa politique économique. Ce qu'il ne fait pas pour le moment. On reste toujours sur le même créneau avec le pacte de responsabilité. C'est quelque chose de phénoménal. Moi, dès l'annonce du pacte de responsabilité, je dis on ne peut pas exiger de contrepartie en termes d'emploi. Ça ne marchera pas. Regardez, même ceux qui l'ont soutenu en sont à dire 2 ans après, oui, on n'a pas les éléments, les patrons n'ont pas fait l'effort. C'est pas qu'ils n'ont pas fait l'effort. On ne peut pas exiger les contreparties. C'était un leurre dès le début. En fait, ils n'ont pas voulu dire, voilà, on va réduire le coût du travail. Ils n'ont pas osé le dire. Voilà. Et donc là, lundi, on s'apprête à vivre un nouveau leurre, peut-être? Je ne sais pas comment le président de la République va présenter les choses. Comme il va sûrement annoncer combien l'État est prêt à mettre sur la formation des demandeurs d'emploi. Je vais voir ce qu'il va annoncer sur l'apprentissage. Nous, on demande par exemple une amélioration du statut de l'apprenti. C'était un engagement de François Hollande il y a quelque temps. Il avait dit on aidera les entreprises, mais on améliorera le statut. Aider les entreprises, il l'a fait. Le statut, on attend toujours. Dites-moi, Jean-Claude Mailly, Manuel Valls et Emmanuel Macron peuvent-ils être, à votre avis, là c'est un peu politique, mais peuvent-ils être l'avenir de la gauche? Parce que quand on regarde leur politique, on a l'impression qu'ils sont plus aujourd'hui tournés vers le MEDEF que vers Force ouvrière, par exemple. C'est pas une impression, c'est une réalité. C'est pas une impression, c'est une réalité. Maintenant, moi je veux pas rentrer dans un débat politique, la bonne question c'est quoi la gauche, quoi? Alors c'est quoi la gauche? Je ne sais pas moi d'y répondre. C'est quoi la gauche aujourd'hui? Non, mais c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, ça veut dire c'est un gouvernement... Non mais je vous demande ça parce que un gouvernement Pierre Laurent... qui suit une ligne économique qui est plutôt libérale. C'est vrai dans tous les pays européens, là où il y a des sociodémocrates au pouvoir. C'est un peu la ligne européenne aujourd'hui. Je vous dis ça parce que Pierre Laurent, qui était à votre place il y a quelques jours, qui est le leader du Parti communiste, disait finalement François Hollande c'est le meilleur candidat de la droite en quelque sorte. Je ne veux pas rentrer dans ce genre d'accord. Je suis syndicaliste, je ne suis pas homme politique et je n'ai pas envie de le devenir. Bon. Un petit mot sur Goodyear, Jean-Claude Mailly. Mardi, 8 anciens salariés ont été condamnés à 24 mois de prison, dont 9 mois ferme. Hier, le Premier ministre a parlé de condamnations lourdes. Est-ce que, selon vous, la violence même syndicale est excusable? Attendez, moi, j'ai été secoué par l'annonce du tribunal. Alors ils appellent ça séquestration, c'était ça l'objet, la condamnation. Écoutez, 9 mois de prison ferme, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait ce type de condamnation dans notre pays par rapport à une action syndicale. Je ne dis pas qu'on soutient ce type d'opération, mais en même temps, c'était pas non plus sur retenir pendant quelque temps des cadres, c'est pas non plus quelque chose de scandaleux. Mais c'est pas la faute du gouvernement, la justice est indépendante. Oui, la justice est indépendante, le procureur un peu moins quand même, d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est la logique de la justice aujourd'hui, c'est le mode de fonctionnement. Donc, d'ailleurs, vraisemblablement, on va en discuter ce matin, je serai signataire de la pétition. Jean-François Copé revient en politique avec des
des mesures, des idées en tout cas qui sont très libérales, on va dire. Il propose notamment un numéro de siret pour tous les jeunes dès l'âge de 16 ans afin qu'ils puissent créer leur propre activité, qu'ils puissent se lancer. Est-ce que vous trouvez par exemple que ça c'est une bonne idée ? C'est pas la bonne manière d'aborder les choses. La bonne manière d'aborder les choses, c'est il y a des contrats qui sont des contrats salariés. Il y a aujourd'hui des contrats type auto-entrepreneur ou autre. Il y a une zone grise entre les deux aujourd'hui qui est en train de se développer, notamment avec la digitalisation. Comment on règle ça? Et de plus en plus de personnes, dont je fais partie, pensent que c'est pas nécessaire de créer un nouveau. Quand vous avez quand même Emmanuel Macron qui dit qu'il est plus facile de trouver des clients qu'un patron, ça rejoint un petit peu. Oui, mais en même temps, il faut être couvert en matière de protection sociale, par exemple. Et ça, aujourd'hui, il y a de sacrés trous dans le filet. Donc, il y a un débat qui est en cours. Ce débat est important, on y travaille, y compris au niveau international, mais c'est pas, on n'est pas dans la communication politique, là, c'est quelque chose de sérieux. Justement, Jean-Claude Mailly, vous n'avez pas de problème à voir des hommes politiques de premier plan aller dans des émissions d'infotainment, comme on dit, c'est-à-dire qui mélangent le divertissement et l'information? Oui, c'est déjà arrivé. Je parle de Manuel Valls qui va bien sûr dans Oui. On n'est pas couché samedi soir sur France 2. Oui, bon, écoutez, c'est leur problème. Hein. Bon, écoutez, il y en a qui avaient chanté, c'était pas très réussi. Moi, j'ai un truc comme ça, je chanterais pas parce que je chante pas bien, etc. Donc, bon, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs. Vous n'iriez pas, vous? J'en sais rien, j'ai déjà fait aussi, pas celle-là, mais d'autres. Alors, donc, voilà, avec réticence, faut bien le dire. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, était notre invité ce matin dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. On passe à l'analyse de l'actualité et de vos propos, Jean-Claude Mailly, sur ce plateau ce matin, avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions régionales du Point. Bonjour Jérôme. On débarque, si vous le voulez bien, par cette actualité chez Renault, puisque le cours de bourse en a été affecté. C'est-à-dire que on rappelle que c'est un tract de la CGT qui a annoncé des perquisitions chez le constructeur et qui a eu pour conséquence de faire baisser ce cours de bourse. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité syndicale dans cette affaire, Jérôme Cordelier? Dans l'affaire Renault? Dans l'affaire Renault, et d'avoir annoncé ça, au fond, de manière prématurée, c'est ce qu'a dit Jean-Claude Mailly, et donc, conséquence, baisse du cours de bourse. Oui, alors maintenant, bon, on n'a pas suffisamment d'éléments parce que c'est vraiment, ça vient d'arriver, quoi. Donc c'est compliqué de se faire une religion. Est-ce que c'est le rôle du syndicat d'annoncer comme ça de manière prématurée, par exemple, une perquisition avec cette conséquence-là? Est-ce que c'est pas les salariés au fond qui pâtissent de cette action? Oui, en même temps, c'est le rôle d'un syndicat, je pense aussi d'alerter. Les syndicats sont aussi des lanceurs d'alerte. Donc, là, j'avoue que je suis assez partagé sur cette affaire. Je ne peux pas trop me prononcer. Il a dit que c'était très peu prématuré, d'éléments. Jean-Claude Mailly, lui. Oui, peut-être, mais voilà, oui, c'est sûr qu'il est mieux placé que ça. C'est vrai que vu les conséquences et a posteriori, on peut dire que c'était pas la meilleure initiative de la CGT. Mais voilà, pouvait-il mesurer toutes ces conséquences? C'est vrai. Enfin, c'était un peu prévisible vu les scandales, le scandale Volkswagen avant. Voilà, l'amalgame est un peu prévisible aussi. Ouais. On reste sur des déclarations de Jean-Claude Mailly ce matin dans la matinale d'info chez nous. Il dit que l'État peut intervenir en conditionnant une aide aux entreprises et surtout vérifier l'investissement. Oui. Enfin, le problème, c'est toujours évidemment... Il faisait référence évidemment aux mesures qui vont être annoncées. Oui. Moi, je pense en faveur des entreprises, l'État est là pour avec stimuler. Les contrats agiles. L'État n'a plus d'argent. Les collectivités territoriales n'ont plus d'argent. Donc, j'ai bien vu que Jean-Claude Mailly en faisait appel encore à des investissements publics. Le problème, c'est qu'on ne peut plus faire d'investissement public. Le rôle de l'État actuellement, surtout d'abord de manière générale et des collectivités territoriales, c'est de stimuler, c'est de fluidifier pour permettre l'investissement. Donc c'est pour ça qu'on appelait sans arrêt à l'investissement public et à des dépenses publiques. Je ne pense pas que ce soit de bonne politique. L'État n'a plus d'argent, mais l'État s'apprête à faire des chèques aux entreprises encore. Enfin, les 2000 euros de François Hollande. Oui. Donc l'État arrive à trouver de l'argent. Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut une réforme en profondeur. C'est-à-dire que le problème, c'est ça, c'est qu'il faut quand même, on est en période de disette budgétaire. Il faut que. Est-ce que c'est possible à un an d'élection présidentielle au fond, ce type de très grand débat?
Il faut ce type de grand débat. Au contraire, c'est bien le moment de les avoir. C'est le rôle de la justement, présidentielle aussi. Ah oui, exactement. Au contraire, il faut même un débat de fond à 1 an de la présidentielle sur tous ces sujets et sur le problème de la politique économique et sociale de la France. Évidemment qu'il faut ce débat. Laurent Wauquiez, lui, refuse d'aider François Hollande. Vous pensez que l'opposition aura des positionnements très différents sur cette affaire qui concerne les Français en premier lieu? Oui, alors après, vous savez, le terrain dicte. Donc évidemment que Laurent Wauquiez va falloir qu'il s'adapte à son nouvelle fonction qui est d'être président de région. Donc évidemment, il va le faire. Et comme l'a rappelé Jean-Claude Mailly, il est aussi en pointe, en première ligne dans la formation professionnelle, dans cette immense région. Donc voilà, il va falloir aussi qu'il s'adapte un Il peu. va peut-être regarder aussi les courbes de popularité de Xavier Bertrand ou Christian Estrosi. Xavier Bertrand, surtout, qui, lui, est prêt à travailler avec la gauche et qui monte un peu dans les... Ce n'est pas le même contexte à la fois politique et économique. Entre Rhône-Alpes élargi, si je puis dire, et qui est quand même une région où les entrepreneurs, le tissu industriel et entrepreneurial est très fort. Et puis le Nord, qui malheureusement est l'un des territoires, enfin le territoire le plus sinistré de la République. Alors les propositions de zéro charge, Jean-Claude Mailly dit que ça n'impacte pas les créations d'emplois, que c'est non démontré, a-t-il dit ce matin. Jérôme Cordelier. C'est un avis d'expert. Bon, moi je suis pas expert, j'ai pas le niveau d'expertise de Jean-Claude Mailly, donc je me range. C'est un point de vue syndical. Ce qui est intéressant quand même chez Jean-Claude Mailly, il faut le dire, c'est qu'il porte un discours syndical, mais en même temps il est lucide et pragmatique. Assez modéré d'ailleurs. Oui, et c'est pour ça que c'est intéressant tout ce qu'il dit. Par exemple, son point de vue politique était intéressant aussi. Il dit qu'il veut pas s'engager dans les débats politiques, mais je trouve qu'il a un point de vue d'observateur avisé. Alors après, sur l'expertise, ça je suis pas suffisamment expert pour juger ça. Je pense que quand même c'est un point de vue entre guillemets un peu idéologique, quoi. Mathieu Verrier, comment se passent les premiers pas de Xavier Bertrand comme président de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie? Je rappelle, vous êtes journaliste à La Voix du Nord. Pour l'instant, il se passe très bien. C'est les premières semaines, donc il n'a pas encore l'occasion de faire un faux pas. Il met l'accent sur l'emploi. Il a lancé le numéro vert pour mettre en contact les chômeurs et les entreprises. On n'a pas encore assez de recul pour faire un bilan. Est-ce que effectivement il y a un problème, c'était toute sa campagne, un problème d'adéquation entre offre et demande d'emploi, entre les chômeurs et les secteurs qui recrutent. On verra ça dans quelques mois. On regarde la une du Point, Jérôme Cordelier, votre une. Aujourd'hui, c'est une sur Alain Juppé. Le grand débat, oui. Et Finkielkraut. Oui. Ouais, grand débat. Débat passionnant. Juppé, star du moment. Oui, mais alors ça, enfin, vous verrez vraiment, c'est quand même l'intellectuel star et le politique star qui se rencontrent au Point. On a fait un grand débat, ça fait 16 pages. Donc vraiment, c'est en longueur, sur tous les sujets du moment. Et vraiment, c'est passionnant, c'est très stimulant intellectuellement. Et je pense que ça va alimenter. Il y a beaucoup de choses. Comment vous expliquez cette Juppé mania, quoi, aujourd'hui? Bon, la Juppé mania, elle dure depuis pas mal de temps. Bon, il y a toujours un réflexe, un peu, c'est le vieux sage de la République. Donc, si vous voulez, François Hollande joue le père de la nation et Alain Juppé joue le sage de la République. Quoi, voilà. Donc, ces deux créneaux. Bon, après, il peut se passer énormément de choses dans les mois qui viennent. Alain Juppé joue le grand-père de la nation, j'ai eu peur. Non, le sage de la nation. Et Nicolas Sarkozy. Qui est délaissé par ses amis. Oui, Nicolas Sarkozy est dans une période un peu difficile actuellement, quoi. On dit que ses plus fervents soutiens s'éloignent. Oui, mais en même temps, Nicolas Sarkozy, vous savez très bien, c'est une bête politique, donc il va revenir assez vite dans la mêlée, je pense. Il attire aussi d'autres soutiens, comme Éric Ciotti. La Voix du Nord, c'est quel nouveau nom pour la région? Bon, c'est pas très original. C'est pas très. Enfin, alors, ce n'est pas encore décidé. Xavier Bertrand a décidé. C'est le sujet du moment, quand même. Voilà, c'est le sujet du moment. C'est pour ça que c'est votre une. Xavier Bertrand lance une consultation lundi. Enfin, il va donner les modalités de la consultation. Mais il n'y a pas eu de noms originaux, au fond, qui sont sortis. Le débat est en train de lancer. Et c'est vrai que je suis d'accord. Il faudrait un petit peu stimuler la créativité des communicants locaux, évidemment. C'est vrai que dans notre région, la campagne est aussi
aussi imposé un peu le Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui est pas très original, qui est un peu long, surtout pour nous dans les titres. Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ça va être un peu long. Mais voilà, il y a... Bon, les suggestions sont bienvenues. Il y a Haute-France aussi qui... La Voix du Nord, vous devriez lancer une consultation populaire là-dessus, quoi. C'est pas mal, quoi. Avec le courrier Picard, parce que oui, voilà, voilà. il y a toujours, ça y est, bien sûr. Le Nord et la Picardie qui s'opposent. Merci Mathieu Verrier. Donc il faut envoyer les propositions au site de la Voix du Nord. S'il vous plaît, on est preneur, oui. Merci Mathieu Verrier, merci Jérôme Cordelier. Et nous, on se retrouve lundi, bien sûr, pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi. Au revoir.